bienvenue sur le stand du ministère de l'Éducation nationale où est installée la Web TV, tout simplement, du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes au deuxième jour du Salon de l'Éducation. Pendant 3 jours à Paris, eh bien, sur cette table ronde, nous allons accueillir de nombreux invités pour traiter de sujets très variés. Alors, on a parlé évidemment de la voie professionnelle, on a parlé de l'école inclusive et nous allons aujourd'hui, maintenant en direct sur les réseaux sociaux, parler de la thématique du harcèlement. Le harcèlement, c'est une thématique dont nous avons déjà évidemment parlé les années précédentes et il est nécessaire de chaque fois remettre eh bien, les informations à jour, puisque malheureusement, c'est un fléau qui évolue avec les nouvelles technologies. Il est nécessaire évidemment de rappeler tous les dispositifs qui sont mis en œuvre pour lutter contre le harcèlement. Alors, pour parler justement de ce sujet, j'ai, comme vous le voyez, une table qui est vraiment féminine. Hein. Pour la première fois, je suis très heureuse, hein, je tiens à le spécifier, je suis très heureuse d'avoir une table exclusivement féminine et vous allez voir, mes invités sont assez inattendus. Alors, je vais commencer tout de suite. Eh bien, on va commencer par la gauche. Blandine, vous êtes ambassadrice et avec Jade, vous faites toutes les deux partie de la team Non au harcèlement du lycée de Rambouillet. C'est bien ça? Exactement. Voilà. Bienvenue à vous deux. À vos côtés, Laurence Martin Timo-Léon. Vous êtes proviseure adjointe justement du lycée de Rambouillet qui accueille ces jeunes filles. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Je les accompagne au quotidien. Vous les accompagnez au quotidien et aujourd'hui sur la web télé. Vous êtes contente, hein? Tout à fait. À vos côtés, Justine Atlan, présidente de l'association e-enfance. Bonjour, bienvenue. Et puis enfin, à vos côtés, Imanaga, référente à la mission harcèlement au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. C'est ça, pour la direction générale de l'enseignement scolaire. Tout à fait. Et de la DGESCO. Voilà, tout à fait. Et puis j'ai une jeune femme, une jeune fille à mes côtés, Mélusine Jurde de Girancourt. C'est bien ça, Girancourt. Pardon, excuse-moi d'avoir accroché ton nom. Mélusine est une JRI. Alors, ce n'est pas une journaliste reporter d'image, c'est une jeune reporter internationale. Justine, vous êtes donc au collège Anatole France de Casablanca. Oui, exact. Et dans le cadre de la semaine du lycée français dans le monde, vous êtes venu participer à cette table ronde parce que vous avez décidé de faire une enquête sur la question du harcèlement. Et je crois que je vais vous laisser la parole pour poser les premières questions à nos invités présents à cette table. C'est à vous. D'accord. Donc, bonjour. J'ai entendu que vous étiez en charge de la mission prévenance et violence. Et du coup, je me demandais en quoi consistait la mission et quel était son but. Imanaga. Merci Mélusine pour cette question et bravo pour tout ce que vous faites. C'est très intéressant et de venir d'aussi loin sur le salon de l'éducation sur ce type d'action. Voilà. Donc, je voulais vraiment saluer le travail de vos équipes parce que je sais que vous êtes plusieurs JRI. Alors, je suis Imanaga et je travaille au sein d'une cellule en charge de la prévention des violences en milieu scolaire au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et en personne, je pilote le dossier harcèlement entre élèves. D'accord ? Donc notre mission au sein de la cellule, c'est faire en sorte que la politique publique de lutte contre le harcèlement arrive jusque dans la classe pour faire en sorte que les jeunes n'aient plus à subir ces formes de violence néfastes et qui viennent empêcher certains jeunes dans leur scolarité, voire même avoir des conséquences sur leur santé. Voilà, donc nos missions sont diverses. On essaye de développer l'ensemble de cette politique publique et je sais que j'aurai d'autres questions sur ce point, mais c'est vrai que c'est un travail constant. C'est une cellule qui est composée de 5 personnes qui travaillent sur l'ensemble des violences en milieu scolaire et j'anime un réseau de 310 référents harcèlement qui, eux, sont au niveau des rectorats, des départements et qui sont amenés à faire de la prévention
au sein des établissements scolaires, donc des collèges, des écoles et des lycées, mais également sont responsables du traitement des situations qui leur arrivent et de la supervision du suivi de la situation. D'accord, ok, merci. Une deuxième question, je crois que vous en aviez ouais. préparé plusieurs. Oui. Alors, je me demandais pourquoi vous vous êtes engagé dans cette mission contre le harcèlement, en fait. D'accord. Alors, le ministère est engagé pleinement sur ces questions depuis les assises de la lutte contre le harcèlement, et je regarde Justine, parce qu'elle y était déjà à l'époque. Donc, c'est une question qui est au cœur de la politique ministérielle. Après, à titre personnel, j'ai été conseillère principale d'éducation dans mes anciennes fonctions et chargée de mission de la prévention des violences en département dans les Hauts-de-Seine. Et c'est vrai que c'est un sujet que j'ai toujours souhaité porter parce que je vois l'intérêt de lutter contre ces formes de violence en milieu scolaire. D'accord, merci. Justine Atlan, merci beaucoup Mélusine pour ces questions. Si vous souhaitez réintervenir et reposer des questions, voilà, vous me faites un petit coup de coude et puis on posera une nouvelle question, d'accord? Ça va? Okay. Bon, super. Justine Atlan, je rappelle que vous êtes présidente de e-Enfance. E-Enfance, faites, entre guillemets, c'est 10 ans, c'est bien ça? Bientôt 15 ans. 15 ans. 15 ans l'année prochaine. Voilà. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut dresser un bilan? Racontez-nous un petit peu, est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres qui posent un petit peu aujourd'hui la situation? Alors, e-Enfance est spécialisée dans la protection de l'enfance sur Internet, donc depuis 15 ans, effectivement. C'est-à-dire que notre mission, c'est de protéger les droits des enfants dans l'environnement numérique et faire en sorte que, aussi bien ou aussi mal parfois, mais en tout cas, autant que dans le reste de la vie, voilà, dans l'environnement numérique, les enfants conservent leurs droits, leur protection, du non-accès à un certain nombre de choses, soient épargnés de violences, et le harcèlement en fait partie. Et le cyberharcèlement, donc, comme on le qualifie aujourd'hui. Il se trouve qu'on a depuis 10 ans, pour le coup, un numéro vert qu'on opère avec le soutien de la Commission européenne, puisque depuis 10 ans, la Commission européenne a un programme qui s'appelle le Safer Internet, qui prévoit que dans tous les pays d'Europe, doit exister un numéro comme le nôtre, accessible aux enfants, aux adolescents, mais aussi aux parents et aux éducateurs, sur toutes les questions liées aux usages numériques des jeunes. Et donc, c'est vrai qu'il y a 10 ans, quand le numéro vert s'est ouvert, il y avait d'autres thématiques qui intéressaient les jeunes et les adultes sur les enfants dans le numérique. Le harcèlement n'était pas forcément le plus important. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, en tout cas de façon aussi appropriée qu'aujourd'hui. Donc c'était vrai que c'était des problématiques plus de prédateurs sexuels, de mauvaises rencontres sur Internet, d'accès à la pornographie pour les mineurs qui redevient un sujet d'actualité. Et en revanche, dès que les réseaux sociaux sont arrivés, donc Facebook est le premier puisqu'il a inventé le genre, et que les adolescents se sont rués dessus, et qu'en même temps, il ne faut pas l'oublier, est né le smartphone, quasiment en même temps. Alors effectivement, ça a démultiplié d'un coup les usages numériques des jeunes dans la mobilité, c'est-à-dire mon appareil sur moi, sous mon oreiller dans ma chambre, avec mes copains sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a tous découvert en même temps ce que c'était qu'un réseau social, avec plein d'avantages, mais aussi plein d'accidents sur la route des réseaux sociaux, avec des publications un peu exagérées, avec des mauvaises rencontres, avec des injures, avec un certain nombre de choses. Et donc est né, entre guillemets, le phénomène de cyberharcèlement. Ce dont on s'est rendu compte en 2011-2012 avec l'éducation nationale, c'est qu'en réalité, c'était juste un prolongement d'un phénomène qu'on a réussi à identifier à cette époque-là en France qui s'appelle le harcèlement. Et que donc c'est pour ça qu'on travaille de la main dans la main. C'est qu'en fait le harcèlement à l'école, au collège, au lycée, qu'on appelle un peu scolaire, en fait a aujourd'hui de plus en plus un prolongement dans la sphère numérique, parce que les jeunes aujourd'hui, tout ce qu'ils vivent a un prolongement numérique, donc y compris ce type d'événement. Alors ce qu'on remarque depuis ces dernières années, c'est que des phénomènes qu'on traitait plutôt en fin de collège, vers 13-14 ans, aujourd'hui on les traite en début de collège, donc vers 6e, 5e, voire même dans certaines écoles à la fin du primaire. Parce qu'il y a des nouvelles applications sur lesquelles les parents peuvent laisser leurs enfants être sans y voir trop de mal, en pensant que c'est juste de karaoké, des vidéos, des choses sympathiques. Et il ne faut pas oublier que dedans, il y a des commentaires, il y a des échanges, il y a des messages et des diffusions de contenus qui peuvent être harcelants. Et ça, on le voit de plus en plus tôt et de plus en plus jeune. Donc c'est pour ça que c'est un travail qu'on doit faire de prévention globalement auprès des parents, qui comprennent bien que quand ils offrent un outil numérique à un enfant, va être embarqué dans l'outil plein de comportements qui peuvent être des vraies violences et très nuisibles. Et effectivement, l'endroit où sont tous les enfants de France, c'est l'école. Donc c'est pour ça que l'école a un rôle à jouer, y compris dans les aspects de harcèlement sur Internet. Alors, on va bien sûr y revenir. On parlait
à l'instant donc, de Net Écoute avec ce numéro vert. Peut-on le rappeler, le numéro? Alors, on a un numéro vert effectivement qui s'appelle Net Écoute, qui est donc le 0800 200 3x0, 0800 200 000, mais qui est aussi un site internet sur lequel vous pouvez chatter en direct avec nos écoutants. Donc, il y a un chat qui s'ouvre quand vous allez sur le site. On est aussi joignable sur la messagerie Messenger. On est joignable sur la messagerie privée de Twitter et on a vocation à s'élargir sur des messageries privées comme Instagram ou WhatsApp. L'idée étant vraiment d'être joignable là où le problème arrive dans la sphère cyber pour les jeunes et qu'ils n'aient pas à changer d'outils ou de moyens de communication. Et à terme, on voudrait avoir une application effectivement dans le courant de l'année qui puisse être accessible sur tous les mobiles pour que les jeunes n'aient pas à transférer d'outils de communication, sachant qu'aujourd'hui, ils téléphonent de moins en moins. Même s'ils s'envoient des messages vocaux maintenant, mais néanmoins ils téléphonent de moins en moins et donc ils sont plus à l'aise sur ce type de communication et c'est plus facile pour un ado de nous chatter au début ou nous envoyer un messenger que d'appeler un écoutant. Voilà, donc il s'agit véritablement de se rapprocher de plus en plus des usages jeunes et de leurs usages. Et d'autant que ce n'est pas toujours évident d'en parler. Donc parfois l'écrire avec justement cet outil et ce média qui est le réseau social et se trouver justement sur le chemin sur les réseaux sociaux, c'est peut-être effectivement plus naturel et facilitant pour réagir au bon moment. Alors il y a les outils et puis il y a les établissements. Ça ne pourrait pas se faire sans le relais des établissements, puisque évidemment, tout le monde le sait, nos jeunes passent quand même beaucoup de temps à l'école, dans leur classe, en cours de récréation, etc. Et donc, c'est aussi là qu'il faut investir pour lutter contre le harcèlement sous toutes ses formes. Et donc, nous avons deux ambassadrices de la team Non au harcèlement. Racontez-nous un petit peu en quoi consiste ce rôle d'ambassadrice au quotidien. Et puis, pourquoi aussi vous avez choisi d'être ambassadrice toutes les deux? Allez. Donc, la team anti-harcèlement de notre lycée, elle consiste à faire de la prévention auprès des 6e des collèges autour de notre lycée. Donc on fait de la prévention sur 2 heures. On fait 1 heure où on leur explique ce que le harcèlement et le cyberharcèlement. Et ensuite, pendant 1 heure, on fait un jeu où on met en place tout ce qu'on leur a appris, comment réagir face à des situations de harcèlement. Un jeu de loi en fait qu'on a créé nous-mêmes. Voilà. Blandine, vous avez créé un jeu de loi? Oui. D'accord, avec c'est ce qu'on appelle la gamification, donc c'est assez ludique, il y a des cases, oui, dans telle situation il se passe quoi, c'est ça? C'est exactement ça, en fait on a des cases en grandeur réelle, avec des gros dés et des gros pions, et en fait à chaque fois qu'ils tirent le dé et qu'ils arrivent sur une case, ils vont nous voir, et là on leur pose des questions et ils argumentent sur la réponse. Alors un exemple de question. Est-ce que le harcèlement c'est mal? Et si y a une réponse oui, une réponse non, et après c'est à eux d'argumenter. Et des fois, ils n'ont pas toutes les connaissances, donc c'est bien aussi d'avoir des questions faciles. Alors, Blandine, pourquoi avez-vous choisi cet engagement, donc d'être ambassadrice non harcèlement? Alors moi, personnellement, c'est parce que j'ai été victime de harcèlement physique et moral en primaire. Et donc ça me tenait à cœur en fait d'aider les autres et de ne pas refaire les mêmes erreurs qui étaient moi justement de rester sous le silence, alors que vraiment la solution c'est vraiment d'en parler, soit à Net Écoute, soit au 30-20, soit vraiment à un adulte. Très bien. Enfin, très bien, pardon, mais voilà, cette expérience vous a permis effectivement de vous engager et de lutter contre le harcèlement pour que ça ne se développe pas et qu'on puisse témoigner aussi. Et justement, en fait, les jeunes, ils nous demandent notre expérience, en fait, tout simplement pour se référer à nous et justement pour qu'on puisse leur donner des clés et des conseils. Et vous auriez aimé avoir un ambassadeur à vos côtés? Personnellement, oui, parce que moi, à l'époque, quand je me suis fait harceler en primaire, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas ce système de sensibilisation, on ne savait même pas que le mot harcèlement existait. Donc pour moi, c'est une vraie évolution aujourd'hui. Jade? Moi, je me suis inscrite dans la team anti-harcèlement parce que pareil, j'ai vécu un harcèlement, mais au lycée, moi. Et ça m'a complètement forcée à changer de lycée parce que je ne pouvais plus rester dans ce cadre scolaire qui était devenu néfaste pour moi. Et donc je me suis engagée dans cette team, pareil, pour expliquer aux jeunes que c'est pas leur faute s'ils sont harcelés et qu'il faut en parler, il ne faut pas rester dans le silence parce que plus on reste dans ce silence, plus on se fait du mal et plus ça peut avoir des conséquences graves plus tard.
Vous avez été obligé de changer de lycée? Oui, exactement. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous êtes au lycée de Rambouillet. Laurence Martin-Timoléon, je rappelle que vous êtes proviseure adjointe de ce lycée Bascan de Rambouillet. C'est important pour vous de pouvoir compter sur cette team non au harcèlement. Comment finalement travaillez-vous au quotidien avec cette team qui combat au quotidien dans l'établissement le harcèlement? C'est très important pour nous puisque en tant qu'encadrant de ces jeunes, on doit leur garantir un maximum de sécurité pour leurs apprentissages, qu'ils viennent au lycée tranquillement pour qu'ils puissent apprendre. Et c'est vrai que moi je suis au lycée Bascan depuis 2 ans, donc la team anti-harcèlement s'est créée juste 2 mois avant que j'arrive, et tout de suite je me suis portée volontaire pour les encadrer parce que c'est un sujet effectivement qui est extrêmement important et qu'il faut qu'il soit visible pour tous les acteurs de l'établissement, de façon à ce que ces situations ne restent pas sans... soit visible, expliqué et ne reste pas, y compris pour des petites choses, le démarrage de la situation de harcèlement, tous les personnels soient sensibilisés. Ce qui est remarquable, c'est que ce sont eux qui sont venus trouver les adultes pour créer cette team anti-harcèlement. Ça ne vient pas d'un dispositif que nous, on aurait démarré au sein de l'établissement, même si on s'inscrit maintenant dans le dispositif d'ambassadeur lycéen. Et je crois que c'est une des clés pour lesquelles ça fonctionne. Donc je n'étais pas toute seule pour vous accompagner. Il y a un CPE de référence. Donc l'année dernière, c'était M. Cranet. Cette année, c'est Mme Chailloux qui les a aidés, qui les a formés. Puisqu'au départ, il a fallu construire le diaporama, il a fallu construire le jeu, leur faire prendre conscience qu'ils s'adressaient à des 6e, voire des fins de CM2. Donc ça a été tout un travail d'étape, ça n'a pas été sans mal. Donc du coup, ils montent aussi eux-mêmes en compétences. Donc ça a été un peu compliqué. Ils sont très autonomes dans leur organisation. Dans leur organisation pour aller voir les collèges de secteur, aller les voir, organiser. Mais par contre, on est toujours en arrière-plan, en appui pour les aider. C'est eux qui sont en premier plan, en première ligne. Donc on leur a permis de se faire identifier au sein du lycée avec les t-shirts. Donc ça veut dire que ils sont équipés avec le logo Team Anti-Harcèlement du lycée Bascan pour qu'ils soient visibles. Ils ont sur le site du lycée leur page et tout est relayé de façon à ce qu'ils soient visibles. Et ça participe aussi à la démystification de ce qu'est le harcèlement et à la libération de la parole au sein du lycée. Parce qu'ils font sur les 6e, mais aussi à l'intérieur du lycée. Il y a une partie de la team qui va sensibiliser les élèves sur le harcèlement en seconde, notamment en espagnol, en langue espagnole ou en langue anglaise. Et là, on a une demande pour intervenir à l'intérieur, puisqu'on est un lycée polyvalent, sur le lycée professionnel pour avoir le même type d'intervention que ce qu'ils peuvent faire à l'extérieur de l'établissement. Combien y a-t-il d'élèves qui sont ambassadeurs actuellement au sein de votre lycée? Alors, ils sont une trentaine. L'année dernière, ils étaient une quinzaine. Et ce qui est remarquable, c'est que l'année dernière, nous les avons beaucoup accompagnés pour les former. Et cette année, c'est eux qui ont formé les nouveaux arrivants, c'est-à-dire la moitié de leur effectif, qui les ont formés. Et donc, ils ont réussi à être tout à fait autonomes, faire passer leur message. Donc, et déminer des situations. Très bien. Imanaga, cette team non au harcèlement existe à Rambouillet. J'imagine qu'elle existe dans d'autres établissements. Le dispositif s'est répandu sur le territoire. Ouais. Dites-nous un petit peu. Aujourd'hui, on compte environ 10 000 ambassadeurs collégiens et lycéens. C'est un dispositif qui a été créé en 2015. Qu'on a souhaité étendre au collège depuis maintenant 1 an et demi. On voit que ça prend effectivement un peu de temps à démarrer. Avec les 10 mesures qui ont été annoncées par le ministre en juin dernier, ce dispositif va devenir obligatoire. Et on souhaite effectivement que dans chaque collège, lycée, il y ait
un dispositif ambassadeur qui permette effectivement de repérer les situations, qui permettent effectivement de libérer la parole et surtout, en tant que lanceurs d'alerte, ils vont pouvoir naturellement aller en parler aux adultes parce qu'il ne s'agit pas pour les ambassadeurs de traiter les situations, mais plutôt de les repérer parce que ce qui fait beaucoup de mal dans les situations de harcèlement, vous l'avez dit, hein, Blandine, c'est que le jeune a l'impression d'être seul et n'ose pas en parler parce qu'il a honte de ce qui lui arrive, sachant que voilà, à un moment donné, il s'attribue même la responsabilité de ce qui lui arrive. Oui, la culpabilité. Donc il y a une forte culpabilité. Donc charge à nous de former nos élèves à l'identification des phénomènes, de responsabiliser les témoins, parce que le travail qu'ils font, c'est un peu ça, hein, c'est de responsabiliser la majorité silencieuse, qui est beaucoup plus nombreuse finalement que ces élèves qui intimident leurs autres camarades. Et le dernier point, c'est effectivement un travail d'articulation entre ce que vous voyez très tôt et plus vite que nous adultes et le travail des adultes, où là vraiment nous, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on souhaite vraiment mettre l'accent sur le volet formation des adultes, parce que ce type de violence, vous l'avez compris, n'est pas une violence classique, ordinaire. Très souvent, il s'agit d'un groupe d'élèves qui se constitue un petit peu en meute, qui se ligue contre un ou deux élèves, et il est très difficile d'apporter une réponse individuelle pour défaire cette dynamique de groupe. Donc ça nécessite pour nos personnels de recevoir des formations qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs, à l'étranger, et qui ont le mérite d'être extrêmement efficaces si elles sont mises en place, identifiées par les parents et par les élèves, parce qu'elles permettent d'agir sur le phénomène de manière extrêmement précoce. Donc au diagnostic, c'est-à-dire identifier, être attentif à ce qui se passe dans une classe pour finalement déminer vraiment très en amont avant que ça prenne des proportions trop importantes. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est vraiment en écho avec la campagne de cette année qui porte sur le groupe, sur les dynamiques de groupe positives. Laetitia Berteuil viendra demain pour en parler. La réalisatrice du clip, mais quand on a travaillé sur le script, on voulait absolument faire un focus sur le soutien apporté dès l'émergence des faits par les élèves pour qu'ils puissent tout de suite se ranger du côté de la victime, parce que sans spectateur, pas de spectacle. Bien sûr. Et donc, personne pour encourager, personne pour donner la caution, l'adhésion aux élèves qui intimident. Et là, tout de suite, ça s'arrête. On le voit très bien dans le clip. Laetitia en parlera mieux que moi, évidemment. Mais c'est toute finalement, on est en train de créer une sorte de virage. On est face à un virage aujourd'hui dans la politique publique. C'est un peu l'an 3 de la politique publique qui avait été lancée en 2010. On a mis le paquet pour faire reconnaître un phénomène, créer une sorte de prise de conscience collective de notre société. Ensuite, il est arrivé le temps de la création des dispositifs, des outils, le 30-20, le 0800 200 000, tous les dispositifs d'ambassadeurs, d'équipes ressources. J'en oublie plein, il y en a eu plein. Et aujourd'hui, depuis les 10 mesures, ce qu'on souhaite, c'est structurer l'action, faire en sorte que, grâce à ce programme qui est en train d'être expérimenté dans 6 académies et qui est un pack unique qui permet aux établissements scolaires de structurer leur action en mettant en place une politique bien construite et bien comprise par les usagers de l'école, de faire en sorte que ces phénomènes, si on ne peut pas combattre la naissance, parce qu'il s'agit de phénomènes anthropologiques qui s'appuient sur la relation entre les humains, et bien qu'on soit assez organisé pour intervenir au plus tôt et ne plus permettre à ces situations de prospérer et de faire le mal que l'on connaît, c'est-à-dire conduire des élèves à se déscolariser, à douter d'eux-mêmes, à porter la trace irréversible de ce phénomène tout au long de leur vie, voire à finir très très mal. Mettre les mots. Tout à l'heure, Blandine disait qu'elle n'avait pas conscience de ce qu'était le harcèlement, et elle se sentait très seule parce qu'effectivement, elle n'avait pas conscience qu'elle était elle-même en situation de victime, et voilà, parce que ce mot-là n'était pas faisait pas référence. Tout à fait. C'est quand même troublant, mais c'est vrai qu'on a tous vécu des moments dans les cours de récréation, dans les classes où on est un peu chahuté, et puis allez, on va s'endurcir, hein, et puis on va poursuivre notre route. Ça arrive parfois, et puis parfois ça s'envenime, notamment avec cette caisse de résonance
qui amplifie et qui est très bien montré aussi dans le film, les réseaux sociaux. Là, c'est vraiment c'est exponentiel, ça explose totalement la force Bien sûr. Et la puissance du harcèlement. Est-ce que vous pouvez peut-être bien sûr. en Je parler? parle avec Justine à deux voix. La complexité du phénomène, c'est-à-dire que très souvent, la situation va prendre racine dans le cadre d'un échange entre élèves qui peut se produire soit dans l'école, soit sur les réseaux sociaux. Et dernièrement, on m'a dit qu'il y avait aussi une prolifération sur les jeux vidéo, parce qu'il y a des échanges. Il y a des jeux qui sont entre guillemets en communauté. Tout à fait, interactifs. Oui. Et on va se rendre compte que finalement, ce phénomène, il va ne plus s'arrêter uniquement et se vivre au sein de l'école, mais il va dépasser les murs de l'école. Et l'enfant, parce qu'il s'agit d'enfants, va devoir se confronter à ce phénomène toute la journée. C'est sans répit, c'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7. Et ne va pas savoir comment arrêter la situation. Et très vite va s'enfermer et ne pas savoir, parce qu'il est complètement envahi par ce qui lui arrive, par ses agressions, parce qu'il faut mettre un mot là aussi. Il s'agit d'agression. Il ne s'agit pas de moquerie uniquement, il s'agit d'une agression, il s'agit de violence. Et à cet âge-là, comment on fait pour gérer cette viralité-là et ce phénomène de violence? Donc c'est tout le défi des éducateurs aujourd'hui, d'apporter la bonne réponse quand la situation est subie par un jeune. Donc ça nécessite pour nous que tout le monde soit au même niveau d'information. Quand je dis nous, c'est l'éducation nationale, évidemment, mais c'est un sujet qu'on ne peut pas porter seul. On a vraiment besoin du soutien des associations, du soutien des autres ministères, du soutien de la société civile. On a de plus en plus de personnalités qui s'engagent aujourd'hui. On était sur la journée non-harcèlement, je vais la citer parce qu'elle est très très impliquée, Julia Vignali, qui nous suit depuis maintenant 3 ans. On a également un collectif de sportifs, des footballeurs qui s'engagent, donc je vais les citer, N'Golo Kanté, Olivier Giroud, Amel Majri, Eugénie Le Sommelier. Donc voilà, on a des célébrités qui s'engagent, on a des associations, alors je vais citer les associations historiques, fidèles au poste, qui sont, on travaille, on s'appelle 10 fois par semaine, et on apporte des réponses concrètes, c'est-à-dire que les référents harcèlement qui sont sur les territoires, parce qu'on a une cellule au ministère, mais on a 310 référents, c'est important aussi de les citer, qui, eux, reçoivent les signalements et qui doivent mettre en musique la réponse entre l'académie et l'établissement scolaire et la famille, et évidemment les victimes et les intimidateurs, pour faire en sorte que cette situation s'arrête. Et donc, dès que Justine ou le 30-20 a connaissance d'une situation, eh bien, la situation est transmise dans les territoires pour que plus aucune situation ne passe à côté. Donc c'est pour ça que je veux vraiment profiter de ce moment pour rappeler le numéro, parce qu'on a fait une enquête dernièrement qui nous a un petit peu inquiétés, car que ce soit les professionnels ou les familles ou les élèves, eh bien, les numéros ne sont pas connus. Donc j'aimerais vraiment relayer les numéros aujourd'hui. Donc le 30-20, donc c'est un numéro gratuit qui est ouvert du lundi au samedi. On a les mêmes horaires aujourd'hui depuis les 10 mesures avec Net Écoute. Donc Justine les recitera tout à l'heure. Donc le 30-20, le 0800 200 000. Justine, tu peux peut-être ajouter un élément sur le fait que vous apportez des réponses concrètes. Je te laisse. Oui, parce qu'en fait, il y a une responsabilité pénale lorsque on harcèle, il y a des amendes. Enfin voilà. Expliquez-nous un petit peu jusqu'où ça peut aller. Le harcèlement effectivement est puni par la loi. C'est ça. Voilà, c'est interdit. Donc effectivement, c'est interdit. C'est un délit, une infraction qui est punie par la loi. Il faut savoir que quand la victime est mineure, comme pour tout délit ou infraction, c'est encore plus grave. C'est une circonstance aggravante dans tous les cas quand on commet un délit ou une infraction vis-à-vis d'un mineur. Et le cyberharcèlement, l'aspect cyber, a été reconnu comme une circonstance aggravante. Donc un cyberharcèlement, on considère que c'est encore plus grave qu'un harcèlement, parce que comme le disait Iman, il y a cette continuité dans le temps, effectivement, qui fait que la personne, qu'elle soit adulte ou mineure d'ailleurs, n'arrive plus à sortir d'une impasse
qui l'envahit totalement. On l'a bien vu avec des personnalités très connues qui ne supportent pas à juste titre ça. Donc vous imaginez, et pourtant des gens qui sont habitués à être exposés, habitués à avoir des retours négatifs sur eux. Donc vous imaginez bien un individu, je dirais lambda, et encore plus un mineur, un enfant, c'est totalement insupportable au sens propre du terme. Donc l'idée effectivement, c'est que les gens qui nous appellent si on est écoute soient capables d'avoir une prise en charge de victimes normales. D'abord on doit les écouter parce que ils nous font part d'une vraie souffrance avec tout l'aspect émotionnel, qui est la charge émotionnelle qui est très forte. En général, c'est la première fois qu'ils parlent, donc c'est toujours douloureux la première fois qu'on parle parce qu'on s'entend même dire des mots qu'on n'a jamais dit sur soi-même, et prendre conscience de ce qu'on est en train de dire de soi, c'est extrêmement douloureux parce que là, on prend conscience de ce qui nous arrive et du mal qu'on ressent et on s'est même jamais autorisé soi-même à nommer. Et puis ensuite, effectivement, on va nous essayer d'identifier ce qui se passe vraiment sur Internet. Le seul avantage, je dirais, du cyberharcèlement, c'est qu'il y a des preuves. Il y a des images, il y a des vidéos, il y a des captures d'écran. Donc ça permet d'avoir des preuves qui vont servir d'ailleurs après pour effectivement les échanges avec l'établissement scolaire. C'est plus facile de le prouver que des rumeurs, que des choses qui sont difficiles à nommer. Et puis ensuite, nous, on va prendre tout ça, voir si c'est vraiment caractéristique d'une infraction ou d'un délit. Et ça l'est en général, et dans ce cas-là on va transmettre tout ce qu'on nous aura envoyé comme éléments factuels au réseau social concerné sur lequel circulent ces éléments. Donc il y en a 1, 2 ou 3, 4, parfois il y en a plusieurs. Voilà, il faut rappeler que vous êtes partenaire. Et donc on est partenaire effectivement avec tous les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont utilisés par les jeunes, que ce soit TikTok, que ce soit Snapchat, que ce soit Facebook ou Instagram en tout cas, Twitter, des plateformes dont parlait Iman de jeux vidéo comme Twitch, sur lesquelles effectivement il y a de plus en plus de problèmes. Maintenant aujourd'hui ils viennent nous voir, en fait ils savent qu'on existe, donc ils arrivent en France, ils viennent nous voir spontanément, on met en place effectivement des procédures accélérées avec eux qui fait que nos signalements arrivent vraiment en urgence chez eux dans leur service de modération. Parce qu'ils savent que ça concerne des mineurs et que c'est des problématiques qu'ils doivent traiter en urgence, et du coup ils mettent en place tout de suite une identification de notre signalement, et comme on travaille avec eux, on sait comment ça fonctionne, donc en fait on fait un peu leur travail, et ce qui fait que vraiment, on l'a encore eu dernièrement avec Iman, dans l'heure qui suit notre signalement, les contenus sont bloqués, sont retirés et donc ne sont plus diffusés. Donc au moins on stoppe l'hémorragie sur Internet de la diffusion, et ce qui est très important parce que ça, pour n'importe qui l'a vécu, c'est absolument monstrueux de voir ce contenu qui est en ligne et qui commence à se diffuser à une vitesse grand V, où toutes les 5 minutes, vous voyez des centaines et des centaines de personnes qui les partagent, qui les commentent, etc. Et ça, c'est un sentiment d'étouffement vraiment monstrueux. Qu'on voit très bien, qui est très bien retranscrit dans le film. Iman Agha, vous souhaitez réagir? Non, mais j'invite vraiment tous les parents à se noter quelque part les numéros de téléphone. On a fait inscrire là sur l'ensemble des carnets de correspondance les 2 numéros de téléphone pour que les élèves, leurs familles et les professionnels puissent avoir une bonne connaissance de ces numéros, mais surtout de l'action qu'il y a derrière ces numéros. Donc n'hésitez pas vraiment à vous les noter et à appeler, ne pas avoir la crainte de ne pas être reçu. C'est à la disposition de tout le monde. D'accord ? Donc vous êtes attaqué en ligne, vous êtes attaqué à l'école, vous appelez les plateformes, et derrière, nous, il y a un protocole d'urgence pour faire en sorte que la situation soit prise en charge et que la famille soit reçue en établissement scolaire ou dans les écoles. Donc ce sont vraiment des leviers opérants où il y a une action directe pour permettre à ces familles de ne pas rester seules face à ces adolescents qui sont complètement perdus sur le moment et qui ne savent plus quoi faire. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et pour nous, en plus, sur les réseaux sociaux, il y a souvent une difficulté pour les adolescents d'aller en parler avec leurs parents. Parce que d'abord, ils ont plus ou moins le droit d'être sur les réseaux sociaux, ils ont plus ou moins été autorisés par le parent à en être. À certains âges, il y a des problématiques de l'ordre affectif et sexuel, d'identité de genre, etc. Toutes des questions qu'on n'a pas du tout envie de partager avec ses parents. Et donc ça les coince aussi dans leur faculté à aller témoigner de ce qui leur arrive. Donc c'est aussi important qu'ils sachent que c'est des numéros qui sont évidemment gratuits, mais anonymes, confidentiels. Donc on ne va pas divulguer ce qu'ils nous disent à qui que ce soit. Nous, l'intérêt, c'est encore une fois, c'est de protéger l'enfant, donc de résoudre son problème, de l'aider. Après, on verra avec lui si, pour se faire aider, il veut parler à un adulte. Ça peut être quelqu'un d'autre qu'un parent. Il y a des gens dans les établissements scolaires qui sont là pour ça, des infirmières scolaires, des CPE, il y a des adultes de confiance. Donc, adultes de confiance, chacun sait qui il est. Ça peut être le parent d'une copine, d'un copain. Ça peut être, repérer.
quelqu'un qui va les aider et qui va effectivement pouvoir les accompagner ensuite dans la démarche. Mais voilà, mais c'est important pour recueillir leurs paroles, qu'ils savent que voilà, ce qu'ils nous disent, ça reste entre eux et nous, et on est vraiment là pour les aider et pas de jugement. Et encore une fois, sur les réseaux sociaux, il y a souvent cet aspect-là qui peut être un peu bloquant pour qu'ils parlent, donc il faut qu'ils sachent qu'on est là aussi pour les aider là-dessus. Laurence, Martin Timoléon, vous souhaitez réagir peut-être parce que votre expérience de proviseur adjointe, là en l'occurrence, mais c'est aussi l'observation des jeunes. J'imagine que vous avez déjà un petit peu d'expérience, oui, de recul. Vous êtes témoin aussi de cette évolution de la pratique du harcèlement. Qu'avez-vous pu observer sur ces 15, 10 et dernières années? Alors, il y a 10-15 ans, le mot harcèlement était peu connu de tout le monde. On pouvait, les personnels éducateurs qui prennent en charge les enfants pouvaient passer à côté des signaux faibles, c'est-à-dire d'une petite dispute qui est le tout début du harcèlement dans certaines situations. Parfois, c'est juste ce que c'est-à-dire une dispute entre deux copines ou deux copains. Et il y avait une méconnaissance de beaucoup de personnel et des enfants et des parents, puisque on a tous connu, vous l'avez dit tout à l'heure, des situations un peu compliquées. On se disait, bon, bah, il faut s'endurcir, on va passer le cap, etc. On était plutôt sur cette culture-là. Petit à petit, moi, j'ai le sentiment que la législation nous y a aidés. Les campagnes du ministère dans lesquelles nous, on s'inscrit totalement, nous y ont aidés, font que le mot harcèlement a été mis sur la place publique, qu'on a expliqué aux gens ce que c'était, ce qui n'en était pas aussi par la même occasion, et ce qu'on encourrait au niveau réglementaire. Et il a fallu aussi qu'on fasse comprendre, nous en tant que personnel de direction, à tous les personnels, que tous les signaux faibles, il fallait qu'on y soit très sensible. Est-ce qu'on peut les lister un petit peu, ces signaux faibles? Parce qu'il y a l'absence, par exemple. Il y a le décrochage scolaire. Par exemple, un élève qui change de comportement brutalement, qui a des bonnes notes et puis tout d'un coup se met à décrocher parce qu'il y a un groupe qui met la pression pour qu'il ne soit pas aussi bon qu'il en a l'air pour se conformer aux mauvaises notes, on va dire, du leader du groupe. Ça, par exemple. On a aussi, par exemple, un élève, d'où l'importance de bien expliquer à tous nos personnels, c'est-à-dire à toute la communauté éducative, ce qu'est le harcèlement. Un élève qui mange tout seul à la cantine, qui se retrouve isolé, en cours d'EPS, qui est systématiquement le dernier choisi, qui est souvent seul et qui peut aller se confier à un AED, un assistant d'éducation, où le CPE peut repérer, tiens, c'est bizarre, je le vois seul dans la cour, ou alors à un moment des attroupements. Donc tous ces signaux faibles qui... Au CDI. Managa, des élèves qui des fois sont très très souvent au CDI. Qui se réfugient au CDI pour ne pas avoir à se confronter au groupe en récréation. Ça peut être tout simplement ça finalement. Tout à fait. On a besoin des professionnels autres que souvent les gens ont la représentation du professeur, comme si c'était à lui d'identifier. Mais en fait, tous les acteurs de l'école peuvent identifier, y compris les personnels de cantine, les personnels même de ménage, parce qu'on voit des enfants qui vont aux toilettes pour pas être obligés d'aller en récréation. Ils vont fuir en fait tous les moments de collectivité qui sont censés être des moments où il y a plus d'encadrement d'adultes, donc c'est pas la classe, donc où il y a le groupe reprend un peu le pouvoir, il y a plein de normes, il n'y a pas de règles à la relation, et c'est dans ces moments-là effectivement qui c'est tellement pénible pour eux qu'ils vont éviter ces moments-là. Et donc c'est vrai qu'il y a plein de personnels à former en même temps dans un établissement scolaire, et les parents n'ont pas forcément en tête ça, et on voit bien qu'un établissement scolaire a formé tous les personnels, que les situations vont beaucoup plus facilement être identifiées et traitées ensemble, et c'est vraiment la réussite des établissements qui ont voilà, ce type de traitement du climat scolaire. C'est édifiant en termes de capacité à identifier et à traiter bien les problèmes.
c'est du ressort de la team non harcèlement, par exemple, d'aller dans tous ces lieux où chacun peut se réfugier, enfin où certains se réfugient sur les moments de collectivité ou de ce qui est sûr, c'est qu'ils ont accès à des endroits qui sont réservés aux élèves, entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont en capacité d'aller repérer des Mais il y a un process comme ça lieux qui que les adultes ne consisterait voient à pas. faire justement une tournée un peu de ces lieux, si on repère toujours les mêmes personnes dans ces lieux-là au moment de la récréation, au moment du déjeuner, etc. Est-ce que c'est le genre de choses qui peuvent être mises en place ou qui sont déjà mises en place? Blandine? Oui, effectivement, en fait, on n'en avait pas vraiment pensé, mais du coup, c'est une très bonne idée, en fait, de mettre un ambassadeur dans chaque endroit pour vérifier si tout va bien, parce qu'il y a des signaux faibles et malheureusement, après, ça a des conséquences graves. C'est vrai que les gens imaginent souvent le harcèlement comme un phénomène d'agression. Et ils ne se représentent pas aussi que le harcèlement, c'est aussi l'ostracisation, c'est-à-dire ostraciser quelqu'un, ne pas lui parler. Donc en fait, l'exclure, quoi, vraiment. Mais du coup, il n'y a pas de manifestation d'agression, vous voyez. On tape pas, on crie pas, on n'insulte pas, on se moque pas, mais on fait comme si la personne n'existait pas. Ça, c'est une violence inouïe, mais qui est très difficile à repérer. La plus répandue. Exactement, mais qui est très difficile à repérer si on a dans la tête qu'il faut qu'on voit des choses qui agissent, vous voyez. Et ça, c'est vrai que les élèves, à l'inverse, c'est quelque chose qu'ils savent parfaitement, qui dans leur classe ou dans leur groupe est systématiquement ignoré, totalement ignoré. C'est complètement juste. Malaga. Ce sont tous ces élèves qui finalement ne vont jamais participer aux fêtes, ne vont jamais être invités aux anniversaires, je pense aux plus petits, qui vont toujours être mis à l'écart. Je disais que c'était la violence la plus répandue parce qu'effectivement il s'agit d'une violence psychologique. L'ostracisme, je repense à des situations qu'on a été amenés à traiter où finalement la manifestation du harcèlement du groupe, de l'ensemble de la classe, consistait à mettre à l'écart un élève sur l'ensemble des séquences pédagogiques de différentes façons. Alors c'est sûr qu'au moment du traitement par les encadrants, ça interroge la manière dont vous allez recevoir les élèves, sur quoi vous allez fonder votre régime disciplinaire. Donc c'est une violence, je disais, qui nécessite une formation particulière parce que c'est une violence qui sort finalement du cadre ordinaire des violences en établissement scolaire. Donc c'est tout à fait ça. Merci de l'avoir dit, Justine. Et du coup, je rebondis. Je parlais de l'an 3 de la politique publique tout à l'heure. Ce qu'on a voulu avec les 10 mesures et ce que Jean-Michel Blanquer a souhaité là, avec l'an 3 de la politique publique, avec ses annonces, c'était vraiment qu'on aille plus loin et que chaque école et collège se dote d'un programme clé en main, donc qui est un plan de prévention opérationnel, qui est un pack d'actions et de dispositifs qui va être proposé à l'ensemble des écoles dès le CP jusqu'à la classe de 3e. Donc les jeunes vont à la fois pouvoir aller voir l'équipe ressources de l'établissement qui est au moins constituée de 5 professionnels formés à la prise en charge des situations qui sera présentée aux familles et aux jeunes en début d'année. On présentera le protocole, donc les différentes actions à mettre en place quand on est victime de harcèlement. En parallèle, l'implantation d'un dispositif ambassadeur collégien obligatoire sur les établissements expérimentateurs actuellement. Donc ils sont 10 à être formés. En parallèle, il y aura 10 heures d'apprentissage, donc 5 séances de 2 heures du CP jusqu'à la 3e, avec des biais pédagogiques un peu nouveaux. On va sortir un petit peu du cadre moralisateur pour faire en sorte qu'ils deviennent proactifs et qu'ils soient en capacité à la fois d'éprouver de l'empathie, décrypter les émotions du camarade qui, quand il n'est pas choisi en EPS, évidemment, va repartir à la maison en n'étant pas très bien. Donc empêcher de suivre la leçon et de faire en sorte que ces résultats scolaires suivent, c'est ce que vous disiez. Et surtout, parce que l'école, c'est effectivement les apprentissages, mais c'est aussi l'apprentissage des savoir-être, des savoir-faire, du vivre ensemble, s'épanouir, s'accomplir. Nous, notre mission, c'est effectivement une mission d'apprentissage, d'enseignement, mais de socialisation. C'est la mission première de l'école, de préparer de jeunes citoyens qui s'insèrent dans une société aux relations quand même apaisées. C'est ce qu'on est en train de préparer pour le futur. Donc le programme Clé en main, comme je vous le disais, c'est l'addition de plusieurs dispositifs et actions qui doivent nous permettre de sortir de ce chiffre. Alors moi je parle de chiffres un peu problématiques, mais on a un chiffre noir du harcèlement. On dit 1 sur 10 en partant des enquêtes de victimation, mais
on a plusieurs situations qui émergent et qui, à chaque fois avec Justine, nous énervent, nous agacent, parce qu'on se dit, mais ça fait 10 ans maintenant qu'on travaille sur le harcèlement. Il faut absolument que, dès le plus jeune âge, ces situations soient arrêtées le plus vite possible et qu'on apporte une réponse qui permette à ces jeunes de se construire et d'évoluer sereinement. Blandine. Justement, je tiens à rebondir ce que tu viens de dire. Justement, nous, en étant ambassadeurs lycéens, ça permet aux collégiens en fait, d'en parler plus facilement à nous qu'à un adulte. On le voit bien en intervention, ils préfèrent se confier à nous. Ils nous disent même, je tiens à dire des termes là-dessus, mutilation et suicide. Ils viennent à nous dire, bah oui, moi je me suis mutilée parce que j'ai eu ce cas de harcèlement. Et c'est là où on voit le nombre assourdissant en fait, de victimes de harcèlement. Dans un collège, il y en avait 2 sur 3 qui étaient victimes de harcèlement sur une trentaine d'élèves et c'est vraiment énorme. Donc nous, notre objectif est là, c'est de former, sensibiliser, mais aussi qu'il y ait d'autres teams comme nous qui se développent parce que c'est vraiment important de faire vraiment l'intermédiaire et que les jeunes puissent se confier à nous. D'ailleurs, on est très actifs sur Twitter, donc TAH Team. Si vous voulez venir nous parler en privé, on sera là. On est à votre écoute. C'est pareil pour Net Écoute ou pour Iman. Donc voilà, je tenais à le préciser. La construction de notre action aujourd'hui, elle s'est pensée, on a intégré une place extrêmement importante à l'implication des élèves. On a pu le vérifier, ce qui fonctionne, c'est l'association des élèves dans la prévention. Faire en sorte que, très très tôt, ils deviennent acteurs de la prévention du harcèlement parce que, comme le disait Justine, ils sont finalement les premiers témoins d'actes, de faits, d'incidents qui très vite dégénèrent et deviennent du harcèlement. Parce qu'au départ, le harcèlement, finalement, il se traduit par des micro-violences aux différentes formes donc qu'on pourrait apparenter à de l'intimidation scolaire. Et très très vite, s'il n'y a pas d'action concrète, ça se transforme en harcèlement. Parce que c'est ça la définition du harcèlement, c'est plusieurs faits sur de la durée qui va prendre différentes formes, une violence multiforme, et qui a vocation à nuire à la victime. Donc il y a une intentionnalité pour écarter ce jeune. Il y a une sorte de projet d'exclusion sociale, moi je parle de projet d'exclusion sociale, pour faire en sorte que cet élève n'apparaisse plus dans le paysage à un moment donné. Donc j'avais une victime tout à l'heure qui est venue me voir et qui m'a dit j'ai eu du mal à en parler à mes parents et aujourd'hui je suis investie, je suis ambassadrice et je ne veux plus que des jeunes soient victimes, subissent la même chose. Merci beaucoup à toutes les 6 d'avoir participé à cette table ronde. Alors, il y a beaucoup à dire, évidemment. Une nouvelle table ronde sera organisée dans le week-end. On rappelle, évidemment, les numéros, le 3020, le 0800 200 000, voilà, on a dit les chiffres, les bons numéros. Du lundi au vendredi de 9h à 20h. Et le samedi de 9h à 18h. Et évidemment sur tous les réseaux sociaux avec ce Messenger qui est toujours disponible. Est-ce que Mélusine, vous avez eu toutes les réponses à vos questions? Oui, merci, c'était très intéressant. Voilà. L'AEFE, je dis juste un mot en clôture, en conclusion. L'AEFE, vous êtes très très impliqués, vous avez participé aux 2 derniers concours non harcèlement, vous avez remporté 2 prix non harcèlement, je pense au lycée de Madrid pour l'année dernière. Donc voilà, je voulais saluer encore votre action. Et je sais que vous êtes très très actifs dans les lycées étrangers, collèges étrangers, écoles étrangères sur ces questions de harcèlement. Donc voilà, je voulais vous remercier. Merci à toutes nos invités. On rappelle le 3020, évidemment, le 0800 200 000 si vous êtes victime ou bien témoin de situations de harcèlement. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions. Merci.